Et bonjour. Donc voilà, on est le vendredi, le lendemain de ma première vidéo et on va faire maintenant une deuxième vidéo qui va vous présenter en fait, les outils. Donc, pourquoi j'utilise telle ou telle IA, mon IDE, la différence entre les différents IDE et en gros d'expliquer, pourquoi j'ai choisi tel outil. Mais je dirais pas forcément que un outil est meilleur qu'un autre, hein. Actuellement, il y a quand même des différences, très petites, mais je pense qu'il y a quand même, certains qui sortent du lot complètement. Voilà, j'ai un petit peu, mis à jour mon setup aussi, j'ai un peu rangé l'armoire derrière et je suis passé à la caméra de mon téléphone au lieu de ma Logitech, que j'ai depuis 15 ans. Bon alors déjà, l'idée c'est de savoir, quel modèle on va utiliser et pourquoi on va utiliser tel modèle. Bon alors il y a tout un tas de sites de comparaison, de benchmark. Moi déjà en préambule, je dirais de faire attention. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'influenceurs en fait, hein, de youtubeurs, de Twitter et cetera, qui sont payés pour, pousser un modèle ou un autre. Donc, quand on va avoir des code bench en fait, c'est intéressant aussi de savoir, par rapport à quoi ils ont été, benchés quoi. Donc, bon, l'idée, quand même, il y a quand même un truc qui se dégage quand on regarde un peu tous ces différents sites. L'idée qui se dégage quand même, c'est que Claude, pour le code, déchire un petit peu tout. Hein, Claude, il est là. Donc là, c'est un modèle, qu'on peut appeler, d'intelligence. Donc, comment ils vont faire leur benchmark? En fait, souvent, ce qui est assez intéressant, ce qu'ils font pour tester les modèles d'IA, c'est qu'ils vont, en fait, leur faire passer des tests, humains. C'est-à-dire, ils vont leur faire passer des tests de mathématiques, maths sup, maths spé, ils vont leur faire passer des tests, d'algorithmie et cetera et donc l'idée, ça va être ensuite, de comparer ces scores. Bon, là, on a un pourcent de resolve qui est en gros, pourcentage de questions résolues. Bon, alors il y a un truc très intéressant aussi à savoir, c'est que, ça a été prouvé que les modèles sont au courant qu'ils sont en train d'être testés. Donc vu que les modèles sont au courant qu'ils sont en train d'être testés, ils sont techniquement potentiellement meilleurs. Bon là, vous voyez, je vous ai montré 4 ou 5 sites différents de benchmark et Claude apparaît toujours dans les premiers. Donc c'est assez intéressant de se dire, bon, Claude, il est quand même un petit peu au-dessus du reste un peu des autres. Donc il y a Claude, mais il y a Claude Code. C'est-à-dire que, ils ont embeddé leur Claude Sonnet, leur modèle dans Claude Code qui permet via un CLI, donc via, des commandes qu'on va taper directement, dans notre shell, pouvoir exécuter les actions de l'IA. Mais, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai encore, personnellement, moi, le besoin, de voir le code, de lire le code. Donc moi, je me suis orienté pour l'instant, vers GitHub Copilot Pro. Pourquoi GitHub Copilot Pro? Parce que déjà, c'est ce qui m'a permis dans les derniers mois de tester le plus d'IA possible. Hein, si on regarde cette année, bon là, en 2026 vu qu'on est en janvier forcément, mais bon, il y a eu du Opus, du Sonnet et cetera. Je viens c'est pas marqué toutes celles que j'ai faites, mais en gros, je les ai à peu près toutes testées, mais via GitHub Copilot Pro. Parce que qu'est-ce que fait GitHub Copilot Pro? En fait, lui, il va utiliser ces modèles, comme si qu'il utilisait en gros le CLI et il va rediriger ensuite la requête, vers nous. En termes de prix, c'est pour moi très correct, c'est 30 € par mois à peu près et on va regarder ça même directement, c'est 39 € par mois, 39 $ par mois et ça nous permet d'avoir 1 500 requêtes premium par mois. Moi, pour l'instant, c'est suffisant. Voilà, je vois beaucoup de gens sur Twitter, je vois beaucoup de gens être en mode,
j'utilise 3000 requêtes par jour et cetera. Moi, je pense que ça, c'est un peu bullshit, et je pense que leur IA, elle tourne un peu, pour rien, en fait, hein. Je pense que ce qui est important, c'est de garder quand même un côté, développeur, et surtout de garder du contrôle, hein, c'est assez important. Je pense que ce sera peut-être pas forcément le cas. Attention, je suis pas du tout, en mode on va avoir besoin de nous toute notre vie. Je pense que c'est juste que c'est le début. Mais je pense que c'est important de garder du contrôle, et dans cette idée de garder le contrôle, moi, pourquoi j'aime GitHub Copilot Pro, et d'ailleurs je suis pas du tout payé par eux, mais n'hésitez pas si jamais ils regardent cette vidéo. Parce que j'aime leur intégration, directe, dans Visual Studio. Alors bon, on peut le faire aussi très bien avec d'autres modèles, hein. Mais c'est vrai que le côté conversation qui est ici, et la possibilité de pouvoir avoir ici, l'intégralité des modèles, qui sont actuellement, vraiment, les modèles les plus «à la mode» entre guillemets, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc vous pouvez voir que certains modèles vont être plus chers que d'autres, et vont donc vous coûter plus de requêtes que d'autres. Mais moi, pour l'instant, avec 35 € par mois, en codant un petit peu tous les jours, je n'ai pas forcément eu besoin de plus. Mais quand même, je me suis dit: «Ça va arriver d'avoir besoin de plus», et dans ces cas-là, je me suis dit: «Je veux pas payer des millions de tokens». Surtout que j'ai la pensée, mais c'est pareil, hein, ça n'engage que moi, qu'ils vont augmenter les prix, en fait, hein. Ils ont pris des investissements de plusieurs milliards d'euros, surtout Anthropic, et leur modèle actuel leur fait encore perdre beaucoup d'argent, hein. Nous, les développeurs, on leur finance une partie, mais vu que le grand public, n'utilise pas non plus ces outils beaucoup, ils utilisent souvent des versions gratuites de ChatGPT ou de Grok, ils vont devoir à un moment augmenter les prix. Donc pour moi, la réponse à ça, et c'est, je pense, ce que vont faire beaucoup de développeurs aussi, c'est d'intégrer des modèles locaux. Donc là, il y a des outils très simples sur l'ordi pour faire ça. Donc ouais, je suis sur Windows, hein, je sais que ça va peut-être faire vomir quelques personnes, mais bon, c'est pas mal pour pouvoir, passer du code au jeu. Donc voilà, vous voulez un modèle local, c'est assez simple, c'est un logiciel qui s'appelle Oyama, et Oyama, lui, il va vous permettre de télécharger des modèles, en fait, directement. Il vous permet aussi de payer et de faire un peu comme tous les autres et cetera. Mais on a un modèle qui est, par exemple, un Qwen, qui est ici. Alors je sais pas où Qwen s'en sort un peu dans les benchmarks, mais voilà, Qwen, il est plutôt bien placé dans les benchmarks, et il est entièrement gratuit. Donc c'est un modèle, entièrement gratuit que vous pouvez intégrer, directement à votre ordinateur. Donc une fois que vous l'avez intégré avec Oyama, c'est plutôt cool parce qu'il y a des extensions Visual Studio comme Klein, et ça va vous permettre d'avoir directement accès à Klein, via en fait, via directement, votre configuration ici, et ça va vous permettre en fait de pouvoir, quand vous êtes à bout de tokens, rester dans un modèle qui sera gratuit et illimité. Bon, il faut savoir que ça bouffe quand même pas mal de, surtout du GPU, et que voilà, ça demande quand même un ordinateur qui permet de pouvoir run un modèle en local. En fait, l'idée que vous devez vous dire, c'est que plus votre ordi est bon, plus vous allez pouvoir prendre un modèle gourmand, et plus vous allez avoir des bons résultats. Mmh, petit bémol peut-être sur bons résultats, je dirais, plus vous allez avoir des résultats rapides. Ce qui est autant important parce qu'en fait, l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle itère sur elle-même. Donc l'IA, elle va pas seulement faire une fois, c'est pas important qu'elle ait un résultat. C'est important qu'elle ait un résultat, qu'elle se dise: «Bon, bah, est-ce que ce résultat est bon?» et qu'elle continue, elle continue jusqu'à qu'on ait notre objectif, notre prompt qui soit résolu. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, un truc en local. Ah, je me suis rendu compte dans la vidéo d'hier que je dis beaucoup «voilà», donc je vais lui dire: «Voilà, voilà, 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 voilà», comme ça, c'est passé. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est mes outils. Moi, je continue à utiliser un IDE. J'ai beaucoup de mal à utiliser du CLI parce que je veux garder cette espèce d'impression, hein. C'est une impression que mon code, continue à être là et cetera,
et que je peux le lire si je veux modifier des choses. La réalité, c'est que je modifie plus grand chose dans mon code, hein. Même, si là, je voudrais lui demander, de changer current time à 10, c'est possible que je fasse un prompt. Bon, là, c'est peut-être mieux de faire un prompt local gratuit plutôt que d'utiliser des tokens et cetera et cetera. Donc ça, voilà, c'est l'outil. Moi, je suis sur Visual Studio Code. Pourquoi Visual Studio Code? Il y a tout un tas d'IDE qui sont vraiment bien. OpenCode, bon ça, c'est, plus pour pouvoir paralléliser des CLI, mais OpenCode est bien. Cursor, je l'ai même plus installé, je l'ai désinstallé sur mon ordi. Mais Cursor, c'est ce que beaucoup de gens utilisent actuellement. Cursor, c'est très propre, c'est très bien. Parce que eux, ils ont commencé vraiment à déjà faire des IDE qui sont plus orientés sur le prompting et sur le CLI que sur, le code. C'est assez clair sur ce genre de visuel parce que sur Visual Studio, c'est le prompting, c'est une sidebar. La vue principale, c'est le code et là, c'est les dossiers et cetera. Là, on voit que la sidebar, c'est devenu le code. Donc ça, c'est quand même, un exemple que vraiment on arrive à des modèles, d'IDE qui vont complètement, s'en foutre complètement du code. Hein, moi, j'ai mis mon neveu, qui est petit, au code et lui, il n'a jamais lu le code, quoi. J'ai vu que sa fenêtre, Visual Studio, elle était encore sur un readme, quoi, et il n'a jamais cliqué même dans la partie dossier ici pour aller. Je pense que dans le futur, ça sera sûrement comme ça, mais actuellement, je pense que, en tout cas pour les ingénieurs qui se convertissent comme nous et qui vont, peut-être potentiellement mettre des trucs en production, hein, qui vont vraiment faire du code, d'entreprise. Gardez un œil sur votre code, voilà. Gardez un œil sur les hallucinations, sur, des refactors un peu bizarres que peut faire le code en allant dans le code. Voilà. Au moins, checker le guide, quoi. Au moins checker ça. Voilà, ça, c'est ce que je vous demande, s'il vous plaît, pour éviter d'avoir des méga failles de sécurité un petit peu partout, dans le monde, ce qui est d'ailleurs exactement le cas en ce moment. D'ailleurs, je parlerai pas de Cloudbot, heu, parce que je pense que c'est une hérésie, de sécurité. Mais je ferai quand même un petit passage sur les MCP, sur les agents, parce que j'utilise quand même quelques MCP et quelques agents qui sont cool. Mais pour moi, les MCP, les agents, ceux qui codent des MCP, des agents, c'est juste des trucs qui seront ensuite intégrés directement, à la surcouche du modèle. Donc je pense que ça, c'est pas un truc très futuriste pour moi, en tout cas. Mais ça permet quand même de faire pas mal de choses en background, qui sont intéressantes. Donc là, ça, c'est un petit peu ce que je voulais vous parler au niveau des outils. Pourquoi Visual Studio Code? Je vais continuer un petit peu à vous le vendre parce que, en fait, Visual Studio Code, ce qui est assez cool, c'est qu'en fait, il va avoir, tout un tas d'outils que vous allez pouvoir installer. Moi, par exemple, j'ai des outils d'SSH, je flouterai ça, et qui vont me permettre directement de me connecter à mon SSH et je vais avoir des outils aussi, d'environnement et cetera qui vont permettre de savoir, quelles sont les librairies Python qui sont installées, vraiment d'avoir un petit peu un contrôle un peu général sur, ma stack et cetera. Gardez votre du contrôle pour le moment, s'il vous plaît, amis développeurs. Hem, voilà à peu près, ce que je voulais vous présenter pour les outils. Oui. La dernière partie qui est intéressante, je pense, peut-être que je reviendrai sur une vidéo en entier là-dessus parce qu'en faisant peut-être plus, du vrai cas. Mais, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la plupart des outils comme GitHub Copilot, ils ont plusieurs modes. Ils ont agent et ask, edit et plan. Moi, personnellement, je me sers surtout des 2 modes qui sont plan et agent. Plan, c'est en gros, ce qu'on faisait avant, et ce dont je parlais un petit peu dans la vidéo, précédente, qui est un petit peu l'architecture, du code. Si vous donnez un prompt, un méga prompt, à votre IA, n'importe laquelle d'ailleurs, à Claude par exemple,
Elle va devoir faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de tâches. Mais elle va se perdre au fur et à mesure, hein. Il faut savoir ce qui est important avec les modèles, c'est qu'elles ont un contexte, hein. Elles ont, un espace de mémoire vive, donc un espace de mémoire qu'elles vont garder, qui va stocker, en fait, le plus de data possible sur votre projet et sur les questions-réponses que vous avez fait avec elles. Une fois que ce contexte est à bout, est à la limite, elle va commencer à supprimer des choses. Et donc si vous lui faites faire une méga tâche, ça arrive même que pendant cette tâche-là, elle oublie des choses qu'elle ait faites au début de cette tâche. Donc ça, c'est souvent ça fait des résultats catastrophiques et c'est pour ça qu'on part souvent sur un partie plan d'abord. Moi, je pars sur une partie plan d'abord et ce qui est important dans la partie plan, c'est que je vais lui demander de générer des documents. Donc en gros, je vais lui demander de générer des documents d'architecture. Ces documents d'architecture, en fait, ils vont lui servir, plus tard à pouvoir revenir à un contexte. Donc là, on a parlé dans la vidéo d'avant de marché facile. Là, j'ai un overview de marché facile qui est dans un fichier .md et qui en gros, résume l'intégralité de mon projet. Il le résume de façon conceptuelle, mais il le résume aussi de façon, vraiment technique, hein. C'est-à-dire, les tables, la configuration de token, la façon dont un petit peu tout. Moi, dans mon Claude.md, donc ça, on reviendra là-dessus, mais en fait, un Claude.md, on va venir là-dessus même directement. MD, ça va être un fichier que Claude Sonnet va lire à chaque fois qu'il va vouloir exécuter une tâche. En gros, ce sont des instructions. Moi, par exemple, une des instructions principales que je vais lui donner, c'est d'à chaque fois relire le document. Donc j'ai un summary de mon document qui est ici, que je lui ai fait générer lui-même. Et à chaque fois qu'il va vouloir faire une nouvelle tâche, il va se dire: «OK, mais c'est quoi le contexte du projet?» Je vais d'abord me remettre dans la tête le contexte du projet et ensuite, je vais me mettre à coder. Ça, c'est vachement important parce que ça permet d'éviter complètement le délire. Des fois, il va même oublier que vous êtes dans une base de données Postgre et il va vous faire un autre truc en SQLite parce qu'il l'a plus dans son contexte que vous êtes en Postgre. Vous lui avez dit base de données dans votre prompt, vous lui avez pas dit, dans ma base Postgre. Donc il va essayer d'itérer là-dessus et il va vous foutre le bordel dans votre code. D'avoir des documents comme ça, des MD, un peu partout dans votre dossier de code, c'est vraiment ce qui va vous faire une énorme courbe dans, l'amélioration des résultats de votre prompting. Moi aussi, ce que je vais lui demander souvent, là je le demande pas ici, mais c'est de faire des documents de progression. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va commencer à coder, il va faire un document de progression, il va dire: «Bon, bah, écoutez, ce prompt, ça fait 20 de l'étape 1». Pourquoi? Parce que si vous avez des problèmes de réseau et que le prompt, il s'est arrêté à la moitié d'une modification, il a déjà fait 653 modifications ou un truc comme ça. C'est très, très dur pour lui de se remettre au milieu. Ça serait même le cas si vous étiez développeur. Donc d'avoir un document de progression qui serait pour nous, développeurs, en fait, des commits qu'on aurait fait sur une branche, hein. Et c'est pour ça aussi que je pense que je conseille de faire des prompts des plus petits possibles et plutôt multiplier les prompts que de faire des gros prompts et de commit à chaque fois ou, de pouvoir revenir en arrière. Je pense que, c'est important de garder des documents de progression comme ça. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre mode plan, vous avez créé vos documents, lui, il a son plan qui est dans l'agent. C'est parti, vous le lancez. Vous dites: «Allez, let's go maintenant, code, 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 code» et vous chillez. Ça, c'est ça notre nouveau métier. Une fois qu'on a fait ce travail de documentation, une fois qu'en fait on l'a mis dans la bonne route, il va rouler. Il va vraiment rouler tout seul. Et à chaque fois, ce qui va être important, ça va être de se dire: «Bon, bah, là, il m'a généré ce code-là, qu'est-ce qu'il a fait de mal?» Par exemple, souvent, comme on l'a pu le voir dans les petits projets que j'ai fait à la con, la nuit, lui, il aime bien faire tout dans le même fichier.
Moi, je suis d'école Epitech et à Epitech, on nous avait appris que c'était 25 lignes par fonction et cetera. Bon ça, vous allez pouvoir lui demander. Bon, pour un projet JS comme ça, moi, je lui avais déjà demandé au départ, il m'avait fait un seul gros fichier et moi, je l'ai déjà séparé en audio, Firebase, game, molécule, Penpion. Un des tricks aussi qui est assez intéressant, à lui dire, dans vos claude.md et cetera, c'est de lui dire: «Je suis un développeur senior, un ingénieur senior développeur». Quand vous dites à l'IA ça, ça va faire plusieurs choses. Elle va vous expliquer, un peu techniquement ce qui se passe. Dans les prompts de réponse ou dans les prompts un peu de bilan de ce qu'a fait l'IA dans votre prompt, elle va vous mettre un petit résumé beaucoup plus technique que si vous n'aviez rien dit. De lui dire que vous êtes senior ingénieur, elle va vous poser des questions techniques. Elle va vous inclure dans les décisions. Donc ça, c'est un mini trick, je pense, assez intéressant quand vous allez manipuler l'IA. Donc voilà un petit peu pour les outils. Ah merde, hein, voilà, putain, je vais mettre une petite pièce de 10 centimes à chaque fois que je dis voilà dans une vidéo. Et c'est à peu près tout pour mes outils. Je pense que j'aurai encore, peut-être une petite vidéo sur les agents et sur les MCP parce que ça, c'est quand même intéressant. Pour l'instant en tout cas, mais ensuite on attaquera du code. Je pense que les prochaines vidéos, je vous ferai un petit peu de code et puis j'essaierai de vous présenter vraiment un projet de A à Z, c'est-à-dire à partir d'un jeu. On va faire sûrement un petit jeu 2D, on va générer les assets, on va générer le code, on va faire le déploiement et on va le sécuriser. Tout ça, en vibe codant, je pense, en vidéo. Je pense que ça sera ça, une des prochaines vidéos, peut-être juste celle après les outils que je ferai lundi ou demain si l'envie m'en prend. Voilà, voilà, voilà. Ouais, allez, à plus tout le monde. Bye bye.